C'est dans le temps du jour de l'an, quelque chose comme ça. Là. J'ai trouvé une vieille version. Préparons-nous son père pour fêter le jour de l'an. Je vais faire des bonnes tourtières, un beau ragoût de l'ancien temps. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Bonjour à vous et bienvenue, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Bonne année 2021. Ça y est, les amis. Wow! C'est terminé. Derrière, une grande noirceur et devant un peu plus de lumière. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Mes collaborateurs sont à distance parce que 2020 est terminé, mais pas encore cette pandémie mondiale. 3 collaborateurs à distance encore aujourd'hui. La première se dit que 2020 a commis des gestes impardonnables, mais qu'elle a quand même le droit, dont le droit à l'oubli. Ève est là. Comment ça va, Ève? Bien, merci. Bonne année. Bonne année à toi. Le second, en 2021, il pense remplacer Python par Poutine dans son régime quotidien. C'est quoi Poutine? Je ne sais même pas. Je vois ça circuler, là, mais c'est quoi? C'est comme Python, mais en plus gras et en plus salé? Ou... Python, c'est un langage. Fait que là, Poutine, c'est une librairie en Python qui permet de faire du machine learning. OK. Bon, on va démêler tout ça. Là. Mais son ancien nom était moins élogieux, par contre. Fait que c'est un bon choix, en fait. Ah, OK. C'était quoi l'ancien nom? Python. Ah, Python. Mais l'objectif, c'était comme les billots de bois qui descendent de la rivière, puis les draveurs qui finalement utilisent un processus pour essayer de descendre beaucoup d'informations. Ouais. Mais le nom n'a pas fait l'unanimité, puis avec raison, c'était peut-être pas le meilleur choix de nom. Puis là, c'est Poutine dans le sens que là, tu as beaucoup de Poutine à faire des fois, des trucs qui sont répétitifs, mais tu vas automatiser ça, faire disparaître. C'est un assemblage improbable. Exactement. Aussi. C'est peut-être la façon. C'est ça. OK. Le troisième, pour célébrer la fin de 2020, il nous a préparé un petit spectacle de marionnettes avec ses petites marionnettes de philosophes. Comment ça va, Fred? T'as-tu encore ça, ces petites marionnettes-là? Il me semble que tu avais déjà... Oui, mais je ne sais pas, ma carrière de prof de cégep est un peu loin derrière moi, ce qui fait que les petites marionnettes sont quelque part. Tu avais des petites marionnettes, là, grosseur, tu mettais ça sur les doigts, puis il y avait des philosophes là-dessus, c'est ça? Faire des pièces de théâtre avec ça, puis de reprendre des grands discours avec les petites marionnettes. Il adorait ça vraiment, voir des étudiants en technique policière qui faisaient ça avec Kant et Nietzsche dedans. C'était vraiment fameux. Ça aurait été bien pour un petit spectacle du jour de l'an avec qui aurait incarné 2020. Ça aurait été sûrement Schopenhauer ou quelqu'un d'un peu déprimant. Puis Nietzsche, c'est vrai. Puis peut-être pour 2021, Platon, hein, on sort la sortie de la caverne, puis la lumière. On irait dans cette direction-là. Mais là, on geek philosophe un peu trop. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Deuxième partie de nos prix, c'est le retour du temps des fêtes et on vous avait laissé en plan puisqu'on avait commencé notre recension des prix Lovelace et de nos prix e-ARC. Je vous rappelle plutôt le concept. Une fois par trimestre, des fois 2, on verra si on a un peu de temps. On enregistre un épisode, une sorte de revue de l'actualité en AI. On choisit nos meilleurs articles scientifiques, événements, congrès, prouesses techniques, n'importe quoi en AI là, qui nous intéresse, qui est digne de mention, qui est digne du prix Lovelace en l'honneur de Ada Baron Lovelace, mère de l'informatique, de l'intelligence artificielle. C'est comme ça qu'on va finir par la nommer. Et la contrepartie, ce sera nos prix
ARC, en l'honneur d'un jeu de mots dégoûtant, on s'en rappelle. Ce sont nos prix Citron, nos navets, nos nanars, nos prix Ig Nobel aussi, ça existe, ça. Ce sont nos articles, événements, congrès, n'importe quoi qui attire notre attention et qui nous fait dire « IARC ». On a compris le concept. On était rendu à Fred. Fred, ton prix Lovelace, tu voulais donner ça aux contributions de Tim. Donc, il y a une suite avec notre première partie. Donc, ton prix Lovelace a justement les contributions de Timnit Gebru, c'est ça? Oui, exactement, parce que ça, déjà, David et Eve ont fait un bon travail de souligner là, ce qui se passait entre Timnit Gebru puis Google au mois de décembre passé, qui a plongé Google dans une crise où est-ce qu'il doit faire un damage control épouvantable, ou ils ont dû le faire, en tout cas, au moins. Puis je voulais souligner un peu la contribution de Timnit Gebru parce que non seulement c'est une éthicienne d'intelligence artificielle qui est assez connue puis qui a une grosse production puis qui est intéressante, mais elle a aussi produit des articles que je juge tout à fait pertinents, surtout dans un contexte où les algorithmes commencent à être partout dans notre quotidien. Souvent, en fait, sont invisibles. Les médias aiment ça représenter ça avec des robots, des humanoïdes, mais dans les faits, ça ne bonnes... ressemble pas à ça. Non, c'est ça. Ils sont invisibles, on les voit pas, mais ça opère. Il y a de plus en plus de systèmes de gestion algorithmiques. Puis, Timnit Gebru s'inscrit dans ce courant-là qui essaie je dirais, d'évangéliser, ou pas, non, c'est un mauvais mot, mais de porter un peu l'attention sur l'importance de réfléchir à comment on pense ces outils-là. Parce que ces outils-là sont toujours faits pour répondre à un besoin spécifique. C'est toujours là pour faire des tâches ou effectuer des tâches qui sont spécifiques à un besoin. Ce qui fait que dans leur conception jusqu'à dans leur déploiement, il y a une série de décisions qui sont prises par des êtres humains avec une subjectivité qui influence les résultats de l'outil finalement ou la façon dont on va s'en servir. Fait que Timnit Gebru, elle s'inscrit là-dedans. Elle a aussi fondé Black and AI qui vise à plusieurs choses. Là. D'abord, premièrement, à inviter les grands employeurs ou les entrepreneurs en intelligence artificielle des communautés afro-américaines, entre autres, là, à se lancer là-dedans puis à essayer vraiment d'avoir une place à table, c'est comme ça qu'elle va le décrire, là, prendre position à table là, dans les discussions, mais aussi, en même temps, de sensibiliser les gens autour de l'idée de l'équité, de la diversité puis de l'inclusion, pas juste dans les entreprises, là, parce que les pratiques EDI, là, équité, diversité, inclusion, c'est bien populaire un peu partout, mais ça le devient, c'est particulièrement important dans le pipeline de l'apprentissage automatique puis de l'intelligence artificielle, parce que c'est ces pratiques-là, EDI, donc, qui valorisent l'équité, la diversité et l'inclusion, qui permettent de concevoir des outils qui vont représenter correctement l'ensemble des populations, en fait, qui vont utiliser ces outils-là. Fait que dès le départ, Timnit Gebru, une partie de son travail se consacre à ça. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de deux de ses contributions qui me semblent super intéressantes. Okay. La première, c'est chapitre dans un livre qui s'appelle le Oxford Handbook of Ethics of AI. Évidemment, dans ce genre de livre-là, il y a plein de contributions. Timnit Gebru a contribué à un article, un chapitre qui s'appelle Race and Gender. Puis dans ce chapitre-là, elle essaie d'expliquer en fait qu'on ne peut pas vraiment prendre des données sans considérer le contexte dans lequel les données ont été collectées. Pour la bonne raison que les données qu'on collecte quand on crée un système d'intelligence artificielle, souvent, c'est des données qui sont historiques. Autrement dit, que c'est des données qui sont issues d'un processus historique, donc d'un fait social qui est construit dans le temps. Puis ce fait social-là, charrie avec lui l'ensemble des interactions humaines, l'ensemble des dynamiques de pouvoir, donc, qui sont souvent asymétriques, par exemple. Puis évidemment, donc, tous les enjeux de discrimination, tous les enjeux de représentation, que ce soit politique, démocratique, etc. Puis toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'elle écrit ce texte-là dans le but de porter ceci à l'attention, en fait, c'est qu'il faut se méfier du vernis d'objectivité que les scientifiques puis que ceux et celles qui travaillent à ces outils-là prétendent avoir. Par exemple, Jeff Dean, le manager de Timnit Gebru, quand il écrit sa réponse qui est disponible sur Google, sur un Google Doc, là, vous allez trouver ça assez facilement, il présente Google comme étant une espèce d'exemple de
rationalité, d'objectivité, de nuance, de compréhension. Évidemment, à contrario, ça implique que ceux et celles qui sont en désaccord avec cette position-là sont pas tout à fait raisonnables, pas tout à fait nuancés, etc., etc. Ce qui fait que dans l'article Race and Gender, Guébroux critique ça, le vernis d'objectivité ou l'espèce de scientisme éclairé qui dirait quelque chose comme si la technologie cause un problème, on n'a rien qu'à refaire plus de technologie pour régler le problème. Il y a comme une espèce de ce qu'on appelle parfois le solutionnisme. Ben oui. Elle dit qu'il faut se méfier de ça, entre autres, parce que les modèles qu'on utilise, les données qu'on utilise, les modèles qu'on crée à partir de ces données-là, bien évidemment, c'est des modèles qui s'appuient sur des données historiques. Fait que si dans l'histoire, si on veut, ou dans le contexte dans lequel ces données-là ont été générées, il y avait des asymétries de pouvoir ou des problèmes de discrimination, mais ça va sortir à quelque part dans le modèle. Il faut comprendre qu'on appelle ça une intelligence artificielle, mais une intelligence artificielle, ça ne veut pas dire que c'est sage. Ça peut être artificiellement construit, une intelligence, mais la sagesse, elle, ça ne s'apprend pas à partir de l'analyse ou le traitement des données. C'est vrai. À partir de l'expérience humaine, de nos capacités à interpréter des phénomènes, à les nuancer, à leur donner du sens. Ce qu'un algorithme n'est pas capable de faire. Fait qu'elle dit en gros, elle nous met en garde, puis elle dit souvent les scientifiques, ceux qui travaillent à ces outils-là, confondent un peu les données avec la réalité. Ils confondent, si on veut, la carte GPS, là, ce qu'ils voient sur l'écran du GPS, avec la réalité. Puis tu sais, on le sait, c'est arrivé à des gens qui conduisent au GPS, ils ne voient pas les zones où est-ce qu'il y a des réparations. La carte et le territoire, là, la différence entre la carte et le terrain. Là. Ce qu'elle explique, en gros, c'est que si on veut concevoir des outils de manière éthique, de manière responsable, il faut tenir compte absolument du territoire ou du contexte dans lequel les données ont été collectées. Évidemment, ça paraît un peu partout, si on veut. Là. C'est quelque chose qu'on connaît assez bien puis dont on peut faire l'expérience immédiatement. Gardez à l'esprit ces choses-là si vous l'avez déjà essayé. Les voix de Siri, les voix de Alexa, de Her dans le film, de Joy dans Blade Runner, l'espèce d'hologramme qui l'accompagne un bout de temps. Dans Spider-Man, dans son costume, c'est Karen. C'est toutes des secrétaires numériques qui ont toutes des voix féminines qui sont là pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Juste ça, dis long sur notre conception, sur la façon dont on conçoit ces outils-là pour entrer en interaction avec nous. Puis comme ces outils-là entrent en interaction avec nous, forcément, ça modifie aussi ou ça influence nos comportements, si on veut. Ce qui fait que ça, elle souligne ça à grands traits, puis elle dit évidemment qu'il faut faire attention à ça, en citant notamment l'expérience chez Amazon. Amazon ont voulu développer un système algorithmique de gestion des candidatures. Le but de ça, souvent, c'est d'identifier, de pairer ensemble les candidats ou les candidates qui vont bien fitter avec l'entreprise, autrement dit, qui vont avoir un retour sur investissement, parce qu'on considère qu'une ressource humaine ou le capital humain, qu'on le paye un salaire, on investit dessus, fait qu'on veut évidemment qu'il retourne quelque chose en échange. C'est vrai. Dans la mesure où la culture amazonienne, dans ce cas-là, de Amazon, n'est pas favorable aux femmes, par exemple, dans le cas des congés de maternité ou dans le cas des types de positions, de fonctions qu'elles vont occuper dans l'environnement, les données qui ont été collectées ne montraient pas dans quelles conditions les femmes pouvaient s'émanciper, mais montraient plutôt que dans des postes importants, c'est des hommes qui arrivaient c'est des candidatures masculines qui arrivaient à générer le plus de retours sur investissement. Fait que l'algorithme, lui, bien entraîné, il s'est dit, j'interprète que cette candidature-là est féminine, même si l'algorithme ne sait pas c'est quoi une femme, mais si la candidature est féminine aux yeux de l'algorithme, ils vont dire ce que je prédis comme retour sur investissement va être plus bas qu'une candidature que j'anticipe ou que j'imagine étant masculine, par exemple. Puis Amazon a été fortement critiqué là-dessus, puis ils ont dû rétro-pédaler là, pour corriger ce problème-là. D'ailleurs, si David a de quoi ajouter là-dessus, si jamais je me trompe ou que je fais une erreur grossière... Non, mais j'ajouterais un autre point. Il y a aussi, finalement, il y a un gros moratoire qui est installé avec des systèmes de reconnaissance faciale. Là. Puis Amazon, c'est les seuls... En fait, c'est ceux qui sont allés dans le moins intense. Parce que IBM a fait un gros move qu'il a fait il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 2-3 mois, le début de décembre, qui a dit, là, nous autres, on arrête ça. C'était pas un gros joueur. Amazon était le principal, Microsoft était loin. Puis tout le monde a comme commencé à suivre la tendance. Puis Amazon était comme un peu pris. Il était comme, si je fais pas ça, genre, je suis pris. Là. Ils ont mis 1 an de moratoire. Puis tout le monde a fait, nous autres, on fait plus ça. À peu près, quasiment dans le marché, tout le monde a fait comme, faut qu'on arrête de faire ça. Fait qu'il y a vraiment une position, je pense, que Amazon, c'est comme,
Don't do evil, là, genre, eux autres, c'est l'inverse. Do evil. Ils prennent une position qui est de plus en plus importante. Puis, tu sais, on le sait que Jeff Bezos a besoin de plus d'argent en plus. Là. Il n'y en a pas assez. Oui, lui, il a de la misère à gérer là-dessus. Il a dû passer à bâtard des fêtes. Là. Petite parenthèse sur Amazon, leur plateforme de travail, Amazon, c'est du micro-travail. Là, ils l'appellent Amazon Turk Machine ou AMT pour les intimes. Puis Amazon, le Turk Machine, c'est une arnaque qui date du 18-19e siècle. C'était un jeu d'échecs automatisé dans lequel il y avait quelqu'un dans la boîte qui manipulait un joueur d'échecs fort dans la boîte qui manipulait les échecs à l'insu des gens. Jeff Bezos a nommé son outil de micro-travail de cette façon-là. Fait que ça en dit long sur la philosophie d'entreprise, mettons, là, mais quelque chose ou un exemple qui va peut-être intéresser Eve aussi, c'est le système Compass qui a été utilisé aux États-Unis, entre autres, c'est ça, pour faire des prédictions concernant les possibilités de récidive de ceux et celles qui sont aussi arrêtés. Ben oui. Évidemment, sans grande surprise, les quartiers qui sont les plus criminalisés, là-dedans sont évidemment étiquetés comme étant plus enclins à récidiver lorsqu'ils se font arrêter. Mais c'est un système qui prend ces décisions-là. Le système ne donne pas de sens à la décision. Puis il y a eu des cas où certains juges ont utilisé les résultats du système Compass dans leurs décisions. Ce qui fait que là-dessus, Timnit Gebru, c'est ça, elle a dit, il faut absolument être capable de faire un audit de ces systèmes-là avant qu'ils soient déployés au départ de leur conception. Fait que dans le cas de cet article-là, s'il y avait 3 takeaways, 3 choses à retenir, là, si on veut, c'est que la bonne nouvelle, c'est que les outils d'apprentissage, en tout cas, les technologies qui découlent d'une technique d'apprentissage automatique, là, peuvent peut-être être utiles pour faire apparaître des discriminations systémiques, par exemple. Ben oui. Ça c'est quelque chose qui... On identifie les discriminations, puis après ça, on agit sur elles. C'est ça. Sauf que, évidemment, c'est avant leur déploiement. Fait il y a comme une espèce de double tranchant là-dessus. Là. Ouais. Le deuxième takeaway, c'est que il faut faire attention avec les systèmes de gestion algorithmique parce que, d'une part, ils sont souvent présentés comme étant objectifs, sans biais, etc., mais surtout très efficaces sur le rapport qualité-prix, si on veut. Fait que ça, c'est un enjeu parce que ça devient vraiment attrayant pour beaucoup d'organisations d'utiliser ces systèmes-là qui peuvent, à très peu de frais, là, quand on l'amortit sur longtemps, gérer une quantité épouvantable de transactions avec un résultat qui est quand même efficace. Sauf qu'en même temps, le risque qu'on prend, c'est qu'on va automatiser les erreurs morales ou les erreurs éthiques. Ce qui fait que ça aussi, ça peut coûter cher à certaines compagnies. Ce qui fait que là-dessus, il y a un argument à faire en disant, un peu comme la santé et sécurité au travail, si vous planifiez d'avance au moment de la conception ces outils-là, si vous faites preuve d'éthique quand vous développez, quand vous concevez ces outils-là, vous êtes capable de mitiger le risque à l'autre bout du quand ça va être déployé. Puis c'est un peu ça l'idée, le risque aussi juridique, là, parce que si la démonstration est faite que vous avez discriminé sans le savoir une quantité épouvantable de personnes, évidemment, là, ça peut représenter des risques. Fait qu'il y a un argument à faire là aussi. Oui. Le dernier takeaway, si on veut, là-dessus, c'est que Timnit Gebru va aussi appeler à une meilleure formation de ceux et celles qui travaillent en génie logiciel, en génie informatique ou sur ce genre de système-là, afin de les mettre en contact avec plusieurs disciplines, notamment en sciences humaines, en sciences sociales, avec le droit aussi, créer une forme d'interdisciplinarité pour les habituer à réfléchir sur ce plan-là, dans le but, évidemment, de modifier leurs pratiques le plus possible, ce qui implique aussi d'intégrer les communautés marginalisées en amont du processus de conception. Puis là, c'est tout le débat autour de l'éducation aux compétences numériques qui vont évidemment amener, mais Timnit Gebru se situe un peu à ce niveau-là où la critique qu'elle fait, elle fait de manière effective. C'est vraiment une critique de la façon de faire des affaires autour de ces éléments-là qui représentent beaucoup de coûts. Puis c'est pour ça, je pense, entre autres, que Google a réagi fort. C'est-à-dire que Google était probablement devant une situation où il y avait soit à admettre une critique du modèle d'affaires puis à essayer de corriger le modèle d'affaires, ce qui, pour une grosse affaire comme Google, est épouvantable. C'est presque un crime de lèse-majesté, en fait. Ou bien il fallait qu'il tempère et qu'il fasse du damage control, mais je pense qu'il ne s'attendait pas à une réaction aussi forte là, en 2020 quand c'est arrivé. L'idée de Timnit Gebru, ça, c'est vraiment de transformer la culture informatique. Puis, je sais que ça a été long, mais deuxième texte, elle suggère dans un article qui s'appelle Data Sheets for Dataset une méthode d'éthique appliquée ou de
prise de décision éthique pour justement faire le audit ou l'évaluation des jeux de données qui sont utilisés. Puis c'est un article qui passe un peu par les mêmes arguments que dans Race and Gender, mais qui s'adresse vraiment, vraiment aux praticiens. Fait que donc, Data Sheets for Datasets en 2018. Fait que voilà, pour mon prix. David, tu voulais ajouter quelque chose? Non. OK, je pensais avoir entendu. Donc, 2 textes de Timnit Gebru, toujours. Data Sheets for Datasets, puis Race and Gender, on mettra les coordonnées de ces beaux textes. Il y a sûrement des versions là, accessibles, aisément accessibles pour vous. On les mettra dans les notes de podcast. Puis ton prix Yark, c'était quoi? C'était à Jeff Dean, c'est ça? Ouais, c'était à la lettre de Jeff Dean, mais on en a dit déjà beaucoup là-dessus. Là. Je ne sais pas si ce que je pourrais citer d'autres, mais. Elementai? Comment? Elementai, tu l'avais mis dans tes choix? Non, quand j'ai vu que vous l'avez mis, je ne l'ai pas mis non plus. on y reviendra un peu plus tard, David. Là, moi, c'est ça que j'avais prévu. Ça aussi, il y en a long à dire, ça aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Là? On y reviendra à la toute fin. Les Elementai, on va en parler à la toute fin de l'épisode. Merci Fred pour ces 2 prix. Moi, je vais commencer avec mes prix Lovelace puis IARC. Mon prix Lovelace, moi, ça va à DeepMind, donc le laboratoire là, d'Alphabet. Vous donnez des difficultés à Google. Moi, je vais y aller plutôt dans l'encensement. Le laboratoire donc d'Alphabet, DeepMind, qui s'est servi des algorithmes là, de AlphaFold, je pense, qui était qui avait mené au jeu de découverte, là, le jeu de Go là, avec les petites pierres blanches, les petites pierres noires, là, donc qui avait révolutionné, du moins c'était à l'époque, ça avait chamboulé le monde de l'intelligence artificielle. Puis on trouvait une façon d'analyser des fragments d'ADN, mais surtout d'être capable d'anticiper. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'ai travaillé dans des laboratoires là, en biotech, puis on avait, il y avait des séquençages d'ADN, puis à partir de tout ça, on était capable d'anticiper, bien évidemment, quelle protéine allait être produite, mais quelle forme allait résulter de cette protéine-là. On avait une séquence, là, mais on ne savait pas exactement c'était quoi la forme. Puis le laboratoire en question, puis à l'époque, il y avait des chercheurs là, qui essayaient justement de voir à partir d'une séquence d'ADN comment on pouvait anticiper non seulement la pré-protéine, mais aussi la forme de la protéine, à quoi ça pourrait ressembler. Puis les chercheurs à l'époque étaient pas très bons. Là. Je veux dire, pendant 10 ans, là, ça travaillait pour trouver des systèmes pour essayer d'anticiper justement les formes. Puis l'AI développée par AlphaFold, elle était capable de faire ça. En tout cas, c'est ce qu'on prétend. Là. Il va falloir voir si c'est efficace, mais c'est en 10 minutes, là, pouvait, à partir d'une même séquence d'ADN, essayer d'anticiper la protéine qui sera produite, mais aussi la forme de la protéine en question. Puis en biologie, c'est super important. C'est-à-dire qu'une fois que tu produis une pré-protéine, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la forme, parce que la forme puis la fonction, là, à cette échelle-là, il y a une correspondance. Donc, si on est capable d'anticiper la forme en question de la protéine, on est capable de savoir aussi à quoi elle risque de servir, puis inversement. Donc, pour moi, là, c'est mon prix Lovelace de mon trimestre. Donc, voir comment une AI, parce que je trouve ce qui est intéressant, c'est, moi je me rappelle à l'époque, ce qu'on trouvait intéressant, c'était de séquencer. On prenait des bouts d'ADN, puis on séquençait. On avait une suite, là, vous connaissez les AT, ACG, tout ça. Là, vous avez vu ça dans des films, Gattaca, entre autres. Là, c'était ça qu'on voyait, des petites lettres comme ça. Puis on séquençait, puis on avait plein de séquences. Il y avait des projets de séquençage du génome humain, puis on avait plein de séquences, plein de données, puis personne n'était capable de faire du sens avec toutes ces données-là. Je pense que c'est peut-être ça la part le plus intéressant de l'AI. Il y avait plein de bouts des séquences d'ADN. On ne savait pas trop à quoi ça servait. On appelait ça du junk DNA, là, c'est-à-dire que il y a de l'ADN là, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Puis tranquillement, on voit que ces AI-là, parmi un fouillis de données, réussissent non seulement à faire du sens, mais à donner, donner une information plus précise
sur les fonctions, ultimement, là, qui résulteront de ces séquences d'ADN-là. Donc, moi, c'est ce qui a attiré mon attention, entre autres la réalisation, comment l'AI peut nous aider à faire du sens d'un paquet de données qui, pour des chercheurs, là, quand tu regardes ça, une suite de lettres là, comme ça, séquencées, ça dit bien peu de choses, mais un outil comme ça qui peut permettre de lire et faire du sens avec ces suites de données-là, c'est ce qui a attiré mon attention. C'est à cela que je donnerais mon prix Lovelace. Et curieusement, à notre méchant ces temps-ci, Google et son laboratoire Alphabet. En fait, c'est DeepMind son nom, pas Alphabet. C'est quoi? Le laboratoire s'appelle DeepMind. C'est DeepMind. C'est vrai. Mais j'ai ajouté un point que tu l'as quand même un peu mentionné aussi, mais je pense que c'est bien qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense que le milestone que ça apporte de plus, c'est que présentement, le reinforcement learning, qui est finalement la méthode d'apprentissage derrière cet algorithme-là, qui se veut un peu le paradigme de renforcement, comme un peu chez Pavlov, je vais te donner une récompense qui va te faire quelque chose de bien. Théoriquement, beaucoup de fondements, il y a beaucoup d'études qui sont faites par rapport à ça, mais là, je ne suis pas un expert en reinforcement learning non plus. Là. C'est juste finalement ce que j'entends autour de moi. Puis je lisais un article récemment qui dit c'est vraiment cool reinforcement learning parce que c'est un paradigme qui est plus intéressant, sauf que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples. Puis ça demande souvent beaucoup de ressources. Puis il n'y a pas encore d'applications concrètes, réelles, très tangibles qui sont appliquées sur le marché ou dans la vie réelle parce que ça fait souvent des affaires un peu stupides, on va dire. Par exemple, c'est un jeu que tu entraînes. Il y avait un exemple, c'est un jeu que tu entraînes, un jeu simple comme Atari. C'est juste un bateau que tu promènes d'exercices. Puis il avait donné finalement une récompense quand tu allais chercher un boost de vitesse. Puis le jeu, tout ce qu'il faisait, c'est tourner en rond autour d'un boost de vitesse, puis toujours aller chercher pour aller maximiser le nombre de points. Fait que, des fois, il y a des comportements que tu fais, tu es comme non, mais c'est abruti, qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas de sens, ça sert à quoi? Puis là, c'est vraiment une belle application de. AlphaGo, c'était la même chose aussi. AlphaGo, ça a été un groundbreaking aussi parce que là, l'ARL arrivait à un autre niveau. Puis là, c'est comme, OK, c'est du sérieux, qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste la théorie. Je pense que c'est ça que ça sort vraiment de cet article-là. C'est que c'est une autre belle application concrète que DeepMind a réussi à faire quelque chose. Là, il reste à voir tout ce qui s'est passé derrière. On a parlé, là, je sais qu'ils ont parlé de quelque chose de 128 processeurs spécialisés de Google. On appelle des TPU. Tu sais, tu as les CPU, tu as les GPU, puis tu as les TPU là, qui se rendent à un autre Là, tu lèves ta main pour montrer que c'est un autre. Oui, c'est ça. Là, j'ai oublié que d'autres ont une caméra quand on se parle, mais pas les personnes qui nous écoutent. Mais finalement, le CPU est vraiment en bas. Le GPU, c'est vraiment performant, mais le TPU, c'est un autre niveau de performance en termes de calcul de cette affaire-là. Fait que, encore là, ça ramène au point que j'ai discuté au dernier épisode. De l'énergie. C'est pas accessible pour tout le monde. C'est très, très élitique de pouvoir avoir des genres de recherches comme ça. Puis c'est couple de personnes qui ont le pouvoir d'aller chercher ça, puis qui ont l'argent aussi pour faire ça. Fait que c'est contrôlé dans les mains de corporations comme Alphabet, qui c'est pas accessible pour la recherche comme un des mortels, si on peut dire. Très intéressant. Donc, ça revient, là, le fait que cette technologie-là soit exclusive un peu à ces grands GAFA de ce monde. Il y a les enjeux, j'imagine qu'il y a des... On y reviendra un jour, là, mais les enjeux environnementaux aussi, je veux dire, c'est de l'énergie, c'est des coûts, ça participe à tout ça. Là. Donc, des fois, ça fait partie des enjeux. On les aborde pas souvent, là, mais de faire tourner ces machines-là, c'est de la grosse énergie. Puis à la fin, il y a du charbon dans la machine. Là. Donc, il y a des enjeux qui sont liés à l'environnement derrière tout ça. Oui, puis c'est des systèmes qui arrivent à nous tromper aussi. Ça, on ne le souligne pas souvent, là, mais quand un algorithme prétend pouvoir entrer en communication avec nous, puis que ce qu'on veut, c'est le rendre le plus humain et le plus confortable possible, là, pour pas qu'on sente comme un malaise parce que c'est un robot, quand on cherche à faire ça ou quand on crée des images, des trucs comme ça, on cherche à nous tromper, somme toute. Là. L'algorithme n'est pas intelligent au sens général du terme, mais il est là pour simuler quelque chose qui arrive à nous tromper. Ça aussi, c'est un danger. Là. OK. Il n'est pas vraiment là pour dialoguer. Il y a pas ça revient à un autre sujet qu'on a abordé. Il est là pour nous tromper, pour nous confondre. C'est intéressant. On voit les enjeux éthiques. Quand je disais, des fois, il y a des enjeux éthiques là, qui se cachent derrière la technique. Là, c'est ça. Là. L'objet technique n'est pas vraiment là pour servir au dialogue. Il est plutôt là pour nous tromper. Du moins, c'est comme ça qu'on pourrait le formuler aussi, là, si on était honnête. Là. Ben oui, il simule un comportement humain puis on y croit. C'est un peu ça. Là.
Merci, merci Fred. Donc, ce serait le tour. Moi, j'ai plutôt hâte de sauter dans mon prix IARC parce que mon prix IARC, c'est évidemment lors du dernier trimestre 2020 pour nous au Québec, à Québec, mais surtout à Montréal, c'est la commotion, c'est la vente d'Element AI aux développeurs de logiciel californien ServiceNow. Donc, là, ici, j'ai des informations. Je me suis surtout appuyé sur l'article d'Ulysse Bergeron là, dans Le Devoir. C'est le 1er décembre 2020. Donc, Element AI qui était notre fleuron de l'intelligence artificielle, du moins dès qu'on parlait d'intelligence artificielle ici, il y a évidemment Element AI qui sortait, entre autres parce qu'il y avait notre super vedette, là. Il y avait Yoshua Bengio qui était derrière tout ça. Maintenant, j'ai entendu qu'il allait agir à titre de conseiller technique pour ServiceNow, mais pour moi, là, c'est une belle chute, me semble-t-il. En tout cas, donc Element AI, création en 2016. À l'époque, ce qu'on souhaitait développer, c'était des solutions pour éliminer des tâches répétitives, machine learning, technologie destinée au secteur de la cybersécurité, assurance, finance, logistique. Donc, il s'agissait juste, là, vous avez à peu près les mêmes réseaux là, sur LinkedIn que moi. Là, ça grognait assez fort lorsque la nouvelle est sortie. Des employés mis à pied juste avant Noël. C'est toujours le fun, ça, des employés qui se font congédier juste avant Noël. Donc, en plus, il y a toute la question qu'Element AI, ça avait été lourdement financé par nos bons gouvernements, donc caisse de dépôt, des dizaines de millions de dollars qui ont servi à créer notre fleuron qui nous a quittés. Je suis convaincu que vous avez quelques mots à dire là-dessus, vos réactions. Moi, je peux me lancer tout de suite. Vas-y, David. Ouais, je vais continuer un peu dans la lignée. D'autres, ça a fait quand même une bonne vague. Très bonne vague. J'ai eu beaucoup de discussions avec plusieurs personnes à différents moments. J'ai écouté plusieurs choses par rapport à ça. Puis, j'ai essayé de me faire une tête autour de tout ce qui s'est passé. Premièrement, je pense que je vais citer une personne, je pense qu'il a vraiment dit des choses intéressantes. Il y a un article que Louis Tétu écrit, justement, qui est directeur, fondateur ou président, ici de Coveo, qui parle un peu de la question. Puis je pense qu'il aborde, je vais résumer un peu qu'est-ce qu'il aborde. Il y a un point vraiment essentiel à comprendre, c'est on vient de perdre des talents. Il y a des talents qui viennent être achetés. C'est ça qu'ils ont fait. Ce genre de vente-là, à ce montant-là, dans ce contexte-là, ils sont venus là, puis ils ont sorti de l'argent et on a dit d'autres, on va acheter ton équipe. C'est ça qui s'est passé parce que la propriété intellectuelle qu'il y avait à l'intérieur, ce que je comprends, était à peu près inexistante ou pas si intéressante parce que il y a eu une première appel de financement qui était plus financé par des venture capital, ce que j'ai compris au début pour l'MNTR. Puis l'argent, ils l'ont brûlé. Puis il n'y a pas vraiment eu rien qui a été fini. Il n'y a pas eu un produit qui a été offert à la fin de ça, à part des services qui étaient un peu de forme de consultation. Puis je ne pense pas été intéressant parce que c'était beaucoup des chercheurs, des académiciens qui avaient une vision très académique, pas nécessairement d'affaires, qui avaient des entreprises avec des décisions un peu black box, puis avec des trucs black box. Ça n'a pas bien fonctionné. Ils ont fait OK. Le gouvernement nous donne de l'argent, il faut qu'on arrive avec un service, un produit. Je ne pense pas que l'objectif était atteint. Il n'y a pas eu notamment de maturité par rapport à ça. Fait que je ne peux pas avoir une opinion par rapport à ça, mais on a acheté les talents, comme tu dis, Yoshua Bengio. Il était déjà, je pense, conseiller technique dans l'histoire. Là. Puis là, il reste conseiller technique. C'est quelqu'un qu'on a qui vient de partir et qui s'est ressourcé pour aller dans d'autres entreprises, faire d'autres choses plus pertinentes. Puis ça highlight un problème vraiment majeur qui avait déjà été sorti avant, que moi, je suis tombé sur ce truc-là. Puis ça donne que, avec mes collègues, on a parlé, qui est un rapport du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et technologie, le CIRST, qui a fait un beau rapport cet été sur l'intelligence artificielle, un réseau tricoté serré. Puis ce qui highlight vraiment à travers ça, c'est que le pouvoir de l'IA, le financement de l'IA est contrôlé par une petite élite. Entre autres, il y avait eu une polémique, justement, quand ça avait sorti que la femme de... Je ne me rappelle plus, la famille des Ramarais, j'ai oublié son nom, là, mais elle aurait justement été une investisseuse dans Scale AI, dans des produits comme ça, puis elle a cherché beaucoup d'argent. Puis ça avait l'air d'être une entité vide, genre qui fait juste collecter de l'argent, donner de l'argent, des trucs, puis c'est exactement ce que le rapport sort beaucoup, c'est que c'est contrôlé par
une infime quantité de personnes, d'agents sans transiter, que ce soit les chars de recherche, des trucs comme ça. Puis ça a l'air d'être un problème quand même majeur que présentement, on donne de l'argent pour des choses qu'on ne sait pas, puis le gouvernement n'est pas capable de prendre des décisions éclairées parce que les gens qui les conseillent, c'est eux qui reçoivent l'argent aussi en même temps. Fait que là, il y a comme un problème de savoir, OK, le gouvernement, c'est des gens qui ne sont peut-être pas instruits au niveau de l'intelligence artificielle. En fait, je pense que je peux supposer que c'est assez vrai pour la plupart des personnes qui ont le pouvoir de décision. Du moins, il y a des gens peut-être dans les équipes qui peuvent être compétentes, mais je ne pense pas que c'est un ministre qui... Le ministre, je ne vais pas lui mettre ça, mais je ne pense pas qu'il est extrêmement nécessairement un expert en ça, puis il se fait conseiller par quelqu'un qui collecte de l'argent de l'autre côté. Ça ramène à une question qu'on a souvent soulevée. C'est finalement comment tu peux être professionnellement indépendant dans des décisions quand tu fais du lobbying, puis que tu te fais donner de l'argent par une chaire, puis que tu te fais donner déjà par une entreprise. Et là, il y a quelque chose qui se passe qui est un petit peu shady. Puis on le voit, il y a plein d'argent qui s'est transité entre les mêmes personnes. Puis là, ben, il se passe qu'on vient de perdre notre figure de proue. Puis il y en a d'autres, là, des entreprises vraiment, vraiment intéressantes qui font vraiment des trucs concrets, qui font des trucs pertinents, mais qui n'ont pas eu le projecteur sur eux, pas eu l'argent nécessairement. Puis là, ben, ça va déteindre sur plein d'autres entreprises, ce qui peut être très négatif pour les prochaines années. Mais ça peut être un wake-up call aussi de se dire, OK, là, on s'en va peut-être vers un doom, quelque chose qui n'est pas intéressant. Il faut qu'on passe à quelque chose d'autre. Ève, Fred, aviez-vous quelque chose à ajouter? Moi, je suis assez d'accord avec l'idée que ServiceNow là, a vu une talle de talent, puis ils ont fait un calcul, là, puis ils ont dit j'ai un paquet d'employés potentiels qui sont là, je peux les rapatrier, les mettre sur des projets qui m'appartiennent, puis ils ont fait un calcul coût-bénéfice, puis ils ont dit ça vaut à peine en crime. Là. Il y a une talle, là. Il y a une talle, puis il y a un réseau, là, parce que parce que ces compagnies-là recrutent souvent à l'international. Fait que, tu sais, là, ils étaient capables de mettre la main sur quelque chose. Fait que, tu sais, en tout cas, je comprends l'intérêt pour eux autres là, de faire ce genre de choses-là. Mais j'ai été étonné, moi, de voir à quel point Element AI était un peu une coquille vide, justement, puis qu'il n'avait pas fourni plus de résultats que ça. Mais je pense qu'il y a tout un hype autour de l'intelligence artificielle. Puis dire que tu vas faire, par exemple, que tu viens d'investir 1 million dans une start-up qui fait un produit en hydrologie ou je sais pas quoi, c'est pas aussi flashy, puis c'est pas aussi sexy, parce que, tu sais, on s'entend, c'est super pratique, là, ce genre de système-là, mais c'est pas toujours sexy, là, ce que ça fait, c'est fait pour des tâches spécifiques. Ouais. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir dire quelque chose comme on a Element AI avec une grosse tête, Yoshua Bengio qui est là, puis on a investi 200 millions dedans, ça paraît bien, si on veut, tu sais, ça paraît à la fine pointe, ça paraît, tu sais, mais ça ne dit rien des difficultés de livrer quelque chose qui fonctionne, de percer le marché, etc., de toutes les difficultés qui entourent ça. Mais ça fait en sorte aussi qu'il y a plein de monde qui se sont dit hey, moi, je veux travailler là, puis qui travaillent fort pour pouvoir rentrer chez Element AI, puis entrer dans ce réseau-là, puis qu'à un moment donné, boum, ils se retrouvent employés de ServiceNow ou s'ils n'ont pas des assez bonnes évaluations de rendement, pas employés pantoute. Fait que c'est ça, c'est ça. Fait que je suis assez d'accord là, avec l'analyse de David là-dessus. Puis c'est pas... ces méthodes de recrutement-là, je pourrais dire ça comme ça, c'est pas nouveau. L'école 42, ça fait exactement la même affaire. Là. Ça vient mutualiser les risques du recrutement. C'est-à-dire, on va prendre plein d'acteurs privés, puis là, ils vont financer un genre d'école autonome, puis là, c'est full méritocratique. Puis là, ils regardent les étudiants qui sont bons là-dedans, puis ils recrutent à la pièce selon le besoin. Ça les coalise à la même place, ça facilite le recrutement. Moi, je pense que ServiceNow a vu de quoi là, puis s'est dit, full de monde super compétent, cool, clac. Voilà, mettre la main là-dessus. Mais en même temps, pour faire vas-y, David. Excuse, je te laisse. Pour faire un petit peu de sujet, tu as parlé justement de faire des trucs juste pour que ce soit cool. Il avait fait, quand ils ont eu l'annonce, il avait fait un événement au Parlement. Le Parlement. C'était vraiment beau. Ils ont tout rénové. Moi, c'est la première fois que j'allais là. Je suis allé. C'est un peu pour ça que je le sais. Mais j'ai été invité. J'y vais. Fait que je vais assister. Puis je ne savais pas c'était quoi. Moi, j'ai jamais assisté des activités de lobbying. Je ne fais pas du lobbying. C'était exactement une activité de lobbying. Fait que le Parlement était là, les ministres étaient là, le ministre fait une allocution. Puis il avait mis un genre de caméra qui filmait la foule. Puis ça faisait un effet un peu GAN, parce que finalement, ça faisait une transposition de l'effet visuel vers d'autres choses automatiques. Puis je pense que c'est la chose la plus AI que j'ai vue là-bas. Puis ça s'est arrêté là. J'ai entendu des discours, j'ai entendu des gens parlant. C'est la chose la plus proche de l'AI que j'ai vue là-bas. Puis j'étais comme, c'est tellement vide de sens. Là. Puis après ça, on parlait avec des gens, qu'est-ce que vous faites comme produit? Il n'y avait pas de réponse. Fait que finalement, c'était juste une activité que plein de gens de Québec qui font de l'AI sont allés là. Puis on a juste comme parlé entre nous. Puis on a fait comme moi, mais genre,
genre, la personne qui vient de parler, là, je ne sais pas c'est quoi son nom, mais il ne connaît rien absolument qu'est-ce qui vient de se passer. Je veux dire, il vient de parler d'un texte blanc, là, genre, il aurait pu me lire une feuille blanche, ça aurait été la même chose. Mais en même temps, dans ce domaine-là, c'est pas la porte de sortie usuelle des compagnies, des startups en haute technologie comme ça, de juste booster, aller chercher du financement, puis éventuellement être acheté. C'est rare, là, les compagnies dans ces champs technologiques-là là, qui s'incrustent dans une société, qui développent, qui deviennent des moteurs sociaux, qui restent là à long terme, souvent, ça ressemble, mais il me semble que c'est une porte de sortie. J'en vois mes étudiants là, qui veulent tout faire là, leur petite jeune pousse start-up. À la fin, leur rêve, c'est pas nécessairement de changer à la société dans laquelle ils sont, c'est d'être vendus à quelqu'un de plus gros pour... Je ne sais pas, des fois, je me demande, c'est-tu la voie qui était la moins pire de sortie? Si on a une coque vide comme ça avec juste des cerveaux, c'est peut-être justement la porte honorable, entre guillemets, là, de sortie, au lieu de faire faillite, puis tout le monde, c'est une décroissance, puis ça décrépit tranquillement. Là. Ève, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, un peu. Mais je pense que Elementary, quand même, avait pas cette mentalité jeune pousse start-up-là. Je pense qu'eux, au contraire, étaient animés par un utopisme peut-être trop important, là, mais tu sais, de vouloir révolutionner la société québécoise. Puis je pense que pour eux, pour les gens qui ont parti de l'affaire, ça doit être tout aussi un échec d'avoir été racheté d'avoir été racheté puis surtout d'avoir rien produit. Puis tout à l'heure, Fred, tu te demandais si tu disais que tu exprimais une certaine forme de surprise quant au fait que c'était une coquille vide. Je ne sais pas, David, Jean-François, comment vous l'aviez vécu. Et moi, ça a commencé à faire un certain temps qu'il y avait des échos de ça, non? David, ça t'a surpris? Non, moi je savais, là. J'avais entendu des histoires, ça fait longtemps, là. Mais une coquille vide, c'est quoi que ça... Ben, c'est une coquille vide dans le sens... Il ne faut pas non plus dire... C'est peut-être quelque chose de moins vendable, de moins appliqué, de moins concret, mais je veux dire, s'il y avait des têtes là qui travaillaient toute l'année, ils ne faisaient pas rien. Là. Je veux dire, il devait y avoir des idées, des concepts, des textes, des études, quelque chose. Est-ce que c'est rien? Ou... Là, j'ai pas vécu l'expérience Elementary, puis je pense qu'effectivement, c'est pas une coquille vide dans le sens, c'est au début, je pense que ça s'enlignait pour un peu de coquille vide. Je pense que la réputation qu'il avait, du moins dans le milieu, c'était si tu veux aller vivre une expérience startup à Montréal, Elementary peut être un bon outil pour ça. Tu vas faire de l'IA, mais tu ne vas pas nécessairement être axé sur livrer des produits parce que je ne pense pas qu'il y avait une orientation nécessairement d'affaires qui était encore claire et précise à cette étape-là. Là, quand il y a eu la round 2 où est-ce que le gouvernement a embarqué, là, je pense que là, il y a quelqu'un qui a fait là, ça ne marchera pas. Là, je veux des produits, je veux quelque chose, je veux de l'argent qui rentre. Là, tu viens de flouber 200 millions en peu importe le montant, un certain montant d'argent en à peu près tant d'années, ça ne marchera pas. Là, genre, je ne peux pas continuer de même. Là, il y a une orientation d'affaires qui a commencé à se placer. Puis c'est là qu'on commençait à avoir des nouveaux produits qui apparaissaient. Je ne plus des noms, mais des noms qui ont commencé sur gestion des RH, des trucs comme ça. Mais est-ce qu'on a atteint un niveau où est-ce qu'il aurait pu continuer? Je ne sais pas comment ça se passe dans les livres comptables de leur côté, mais il y avait beaucoup de gens compétents. Mais je pense qu'il y en a qui continuaient à faire de la recherche comme si c'était à l'université. C'est ce que j'avais compris, moi, beaucoup. Des chercheurs qui étaient partis de l'université, qui allaient travailler là, ils faisaient leur recherche puis ils étaient payés plus cher, qui étaient bien contents. Puis quand, justement, le gouvernement est arrivé là, ça me prend un produit, il y en a plein qui ça a l'air qu'il y a un exode de ces experts-là qui sont allés retourner vers les chars d'université, finalement. Très intéressant. Ce que j'ai entendu. Là, je ne suis pas un expert là-dedans, puis je ne l'ai pas fait, là. Mais c'est ça. Mais c'est une expérience concrète là, quand on parle du buzz, peut-être la balloune autour des AI, ça en est une. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça partout, mais il faut quand même être prudent. Il ne faudrait pas trop que ça se répète, là, l'histoire des coquilles vides. Je pense vraiment pas que c'est le cas, mais il ne faudrait pas que ça se répète. Là, si on ne veut pas se retrouver avec un scandale puis une balloune qui pète carrément, puis qu'on se retrouve dans un nouvel hiver au Québec à cause de ce genre de... Je pense pas, là. Je pense que quand on regarde là, sur Google Trends, puis les AI, puis le machine learning, tout ça, là, tu vois que c'est encore en croissance. On a perdu une, mais pendant qu'on en a perdu un fleuron
ailleurs, il y en a des dizaines et des dizaines qui naissent. Là, donc, je pense pas qu'il y a à s'inquiéter de ce côté-là. Mais il ne faudrait pas que ça se répète trop souvent, notamment au Québec, là, parce qu'il y a surtout des investisseurs qui vont finir par être frileux. Je rajoutais un autre point, un truc qui a été discuté. Là. On a parlé finalement l'objectif de peut-être des startups comme ça, de grossir, se faire acheter puis cash out. Ouais. Je pense que ça camoufle un problème intrinsèque aussi dans notre vision des affaires qui est le business life. Puis il y a un article que j'ai vraiment trouvé intéressant qui a été écrit par le fondateur de Dashdisc, qui est une compagnie techno à Québec, qui s'appelle Stéphane Guérin, finalement, qui a écrit l'article. Puis il parle un peu justement de. Lui a fait le choix de dire moi, là, j'en ai assez de l'argent à partir d'ici, puis c'est là qu'il faudrait que j'arrête. Tu sais, c'était ici-là, c'est pas comme 200 milliards comme, mettons, certaines personnes qu'on connaît sur la planète. C'est dire moi, là, je peux vivre, je peux manger, j'ai une maison qui a de l'allure, je fais un voyage par année ou peu importe. Puis j'arrête d'aller plus loin que ça, ça ne me sert plus à rien, puis je commence à penser à une autre stratégie plutôt que faire ça. Puis il y a comme un courant que je pense qui est intéressant de dire, c'est cool, on veut faire des licornes magiques, genre, elle devient immense, plein d'argent, on parle de Uber, on parle de IPO, de Uber, de ci, de ça, qui n'arrête pas de sortir. Là. Il y en a un autre qui est sorti justement récemment sur un service en ligne là, de nourriture, j'ai oublié le nom, puis qu'ils ont péter à la banque au complet, là. C'est cool, wow, c'est le fun, mais ça cache quelque chose de plus profond. Un problème, c'est la recherche constante de richesse, puis de toujours plus, puis toujours plus. À un moment donné, il va falloir qu'on arrête là, parce que c'est humainement plus viable, puis ça fait des exemples comme ça. Ça va juste continuellement croire, puis c'est la deux-mesures, puis comment ça peut être sustainable à long terme, je sais pas. Parce que je me mets à la place des autres compagnies qui ne l'ont pas eu, ce financement-là, puis qui avaient peut-être des applications concrètes, appliquées, pratiques, utiles, qui ne l'ont pas eu ou qui ont été sous-financées ou qui ont peut-être fait faillite depuis. Là. Ça doit être extrêmement frustrant pour eux de voir que autant d'argent soit dirigé vers des compagnies qui sont un peu plus trendy, mais qu'à la fin, on ne sait pas trop l'utilité de tout ça. Là. En tout cas, c'est peut-être ça, là, c'est peut-être le petit côté licorne, comme tu dis, qu'on est en train de quitter, le petit côté fantasmagorique de l'AI. On va souhaiter ça en 2021, là, que ça soit un peu plus concret, appliqué. C'est peut-être une leçon de 2020 en AI qu'on peut retenir, là, s'assurer que tout ça, ces beaux argents, ces belles ressources humaines aussi investies en AI là, servent à quelque chose d'utile, puis puissent être peut-être mieux ancrés socialement, s'inscrivent dans leurs milieux sociaux, leur ville, entre autres. Là, je pense que la ville de Montréal, c'est une lourde perte. J'ai un deuxième prix Lovelace. C'est à nos auditeurs. Eh oui. C'est aussi quétaine que ça. Vous, à la maison qui nous écoutez en pleine pandémie mondiale, qui nous écoutez, parce qu'on a de longues discussions c'est passionnant. Merci d'être là. Des fois, je vous imagine, des fois tard le soir, seul dans votre lit, là, en vous demandant si vous n'êtes pas vous-même une intelligence artificielle. Là, je vous vois là, vous poser ce genre de questions. Merci donc à vous de nous avoir accompagnés dans cette aventure au cœur de l'intelligence artificielle et de continuer de nous accueillir dans cette enquête en AI. Au nom de toute l'équipe d'IA Café, excellente année 2021. Comme disait l'autre, ça ne peut pas être pire, 2021. Une année remplie de beaux vaccins, de retour progressif à la presque normale, du moins ça peut être espéré. Plein de nouveaux outils en intelligence artificielle appliqués, concrets, mieux peut-être plus socialement engagés, construire ensemble un monde meilleur grâce à peut-être l'intelligence artificielle. Merci Ève, merci David, merci Fred. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Jean-François Sénéchal, prenez soin de vous et on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye. C'est le bon temps d'en profiter. Ça dure rien qu'une fois par année.